Enchanté pour les auditeurs. Mon nom est Emmanuel Constant, je suis synergologue. Synergologue et formateur dans le même domaine. Je vais tout de suite préciser qu'est-ce que la synergologie, qu'est-ce qu'un synergologue, Ouais. parce que les gens sont très... c'est un domaine qui est quand même très méconnu parce qu'on est seulement 300 dans le monde, malgré 25 ans d'existence. C'est Ah peu, hein, oui, quand même. ah oui, oui. Donc, la synergologie, c'est la discipline qui permet d'analyser le langage corporel. OK. Le langage corporel qui est une des classes du domaine non-verbal, qui est une grosse... Le non-verbal, c'est vraiment une grosse classe fourre-tout. Donc, nous, c'est vraiment le langage corporel, l'analyse de ça dans l'interaction entre les gens. OK, good. Voilà. Et j'imagine que tu as fait des formations, pour devenir, synergologue. Avant, tu faisais quoi? Tu as toujours fait ça, en fait, ou? Donc, j'ai été C'est ça? entraîneur privé, en fait, C'est coach ça? sportif, pendant une décennie avant de faire les formations en synergologie, qui sont un parcours académique de 3 ans pour aboutir au titre. OK. J'avais vu que tu proposais alors à ce moment-là des formations, c'est ça? Plusieurs formations et Oui, j'ai vu que Mathieu Boulet l'avait fait d'ailleurs et Christian oui, Thibaudeau aussi. Ouais, je trouvais oui, ça, même. interpellant, c'était vraiment bien. Ben, en fait, au niveau du langage non verbal, qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait, comme chose à analyser de prime abord? Parce que toi, tu analyses ce langage-là dans un contexte, bien particulier à chaque fois ou des fois ça va aussi vers, c'est plus lié au niveau professionnel ou ça va aussi lié dans la vie privée? Toutes ces analyses que tu peux faire avec, les gens que tu rencontres? C'est une belle question, en fait, parce que le potentiel est un peu illimité, parce que le langage corporel est à 95 universel. Donc, tous les individus sur la planète ont une base de 95 environ du langage corporel commun. Maintenant, il y a quelques petits trucs qui sont culturels, mais c'est minime. Et puis, on voit aussi tout ça en classe. Donc, évidemment, ça s'applique à tout moment avec tous les individus selon n'importe quelle situation. Moi, ce que je fais j'ai bâti ma compagnie Synergo, qui est en fait un condensé de ce que j'ai vu en 3 ans et je l'ai appliqué à divers métiers, dont le coaching sportif. C'est pour ça que vous voyez en arrière la bannière avec les haltères. C'est vraiment dédié au coaching sportif. Et étant donné que j'ai passé 10 ans dans ce domaine-là, je voyais vraiment j'ai une vision interne de la consultation avec les clients, qui est quand même un gros morceau dans la démarche professionnelle. Puis, donc, c'est ça. Moi, je l'utilise tout le temps, mais j'enseigne à l'utiliser principalement dans la démarche professionnelle des gens. OK. Ah, c'est super intéressant. Et par exemple, ici, donc j'entends qu'il y a de l'apprentissage, une formation, des études par rapport à ça. Est-ce que tu estimes, j'aimerais avoir ton avis, est-ce qu'on peut avoir un talent naturel par rapport à ça? Donc j'entends, en fait, sans le savoir, analyser, réagir par rapport à ça. Tu vois un petit peu l'idée de manière Oui. inconsciente ou c'est vraiment que de l'acquis, que de l'apprentissage? En fait, c'est vraiment les deux, mais faut être honnête, il faut avouer que les gens, n'importe qui a une base intuitive à ça. Puis, en fait, c'est une façon de communiquer qu'on n'a seulement jamais étudiée avant que la synergologie existe. Donc, le langage non-verbal ou le langage corporel, c'est pas la synergologie qui l'a inventé. Nous n'avons que, ben, je dis nous, ça ne m'implique pas du tout, là. Moi, je n'ai qu'étudié ça. Mais le docteur Turchet, qui a inventé la synergologie, n'a inventé que la méthode pour comprendre le langage non-verbal. Mais d'emblée, tous les gens ont une base. Puis oui, effectivement, il y a des gens qui sont plus performants que d'autres ou plus ou moins performants que d'autres. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus mauvais, mais étonnamment, tout le monde a une bonne base quand même. Si je peux seulement nommer un exemple pour un peu illustrer la Bien Bien sûr. chose, sûr, avec plaisir. vous savez très bien ben, la plupart des gens, j'imagine que vous aussi, savez très bien lorsque quelqu'un n'est plus intéressé à vos propos ou encore lorsqu'il vous ment en plein visage, vous bullshit. Vous le savez, c'est juste que vous n'avez pas les points précis pour dire je pense que ces indices-là tendent vers le sens du mensonge ou etc. Mais quand même, il y a un ressenti. Puis c'est vraiment des items rationnels. Finalement, ce que fait la synergologie, c'est qu'elle rationalise l'intuition. C'est ça. Donc, on a déjà une base, mais il y a quand même plusieurs indices qui sont insoupçonnables, qui vous en disent beaucoup sur votre interlocuteur, dont on ne voit pas du tout de façon intuitive. Donc, c'est un peu des deux, finalement. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mêler cette analyse à la capacité empathique d'une personne? Certainement. Certainement. L'empathie, en fait, c'est de décoder le langage non verbal de l'autre. C'est tout simplement ça. C'est Parce ça. que si on va dans l'extrême, si on utilise uniquement le mode verbal, si on utilisait une voix de robot, une voix robotique, tous les trois en se discutant Bien. présentement,
on aurait un ton monocorde, on n'aurait aucun autre indice visuel ni audible que les mots verbaux. On aurait très peu d'indices, en fait. Donc, l'empathie, c'est grandement associé au non-verbal. C'est ça. En fait, c'est un peu comme notre chaîne, en fait, c'est le chemin des causes. Un peu, c'est un peu ça. C'est aller à la cause des choses. Et en fait, ce qui est marrant avec toi, c'est exactement ça. La cause de la communication, c'est avant que ce soit des mots, c'est de la gestuelle, c'est du non-verbal. Et comme tu le dis clairement, on ne s'y intéresse pas ou très peu et on n'essaye pas vraiment d'aller plus loin, mais alors qu'il est super important. Et en fait, ça, je pense que tu vas pouvoir peut-être nous donner des exemples concrets par rapport à ça. Tu sais même déjà prédire ce que va dire, imaginons la personne suivant comment elle se comporte et comment elle se maintient. Par exemple, voilà, tu pourrais peut-être donner des petits exemples comme ça par rapport à une personne en face de toi qui aurait peut-être du stress, de l'anxiété, qui te ment. Comment est-ce qu'elle se positionnerait? En fait, ce qui arrive, c'est premièrement une très, très belle question, une belle remarque. C'est tellement contextuel que c'est difficile d'imager un contexte entier parce que c'est pas un seul indice qui va nous donner l'entièreté de l'état chez l'individu, de la façon dont l'individu se sent, notre interlocuteur. Mais reste que dans l'absolu, on doit d'abord apprendre, lorsqu'on se forme, à apprendre tel indice égale tel mot-clé. Donc, ça nous apprend de façon radicale un peu le langage corporel. Puis plus on avance dans ça, plus on se rend compte qu'il faut sortir du radical, il faut nuancer. Puis là, ben, les items, lorsqu'ils s'associent, on appelle ça des chaînes logiques d'items. Lorsqu'on a 3 items qui vont dans le même sens, ça devient beaucoup plus puissant qu'un seul, par exemple. Puis, ce qu'on dit aussi en synergologie, c'est que tant que je ne questionne pas mon interlocuteur, je ne peux pas affirmer hors de tout doute que ce que j'ai vu est réellement ce que je pense que ça veut dire. Donc, on est très, très, très loin du radical. C'est vraiment euh, de la relation humaine pure et dure, là. Ah, Puis, ça, c'est... mais pour en revenir un peu à ta question, il y a quand même des indices qui donnent des fortes pistes exploratoires, si on veut. Si je pense, par exemple, les positions de chaise, il y a 9 façons de s'asseoir sur une chaise. Premièrement, c'est le buste qui détermine ça, donc la direction du buste. Ça semble fou, ça semble un peu ésotérique, ça semble Ouais. intuitif, mais moi, dans mes formations, je mets beaucoup de vidéos démonstratives. Puis à travers ces vidéos-là, les gens voient que ce que je dis, c'est pas de l'air. Tu sais. Là, les gens assimilent vraiment que, OK, il y a vraiment quelque chose là. Tu sais. Mais ce qui est intéressant avec les positions de chaise, par exemple, c'est qu'on a souvent un temps d'avance, plusieurs secondes d'avance sur l'interlocuteur, parce que l'interlocuteur qui se place en avant à droite sur votre bureau, c'est-à-dire à votre gauche, mais lui à sa droite, c'est l'interlocuteur a 95 de chances d'argumenter fortement soit ses propos qu'il émettait déjà ou les vôtres de contre-argumenter. Mais c'est quelqu'un qui croit en ses arguments. Finalement, en bon québécois, là, je ne sais pas si en Belgique vous allez bien comprendre ça, mais c'est quelqu'un qui va vous rentrer dedans. Il va vous, Ouais, ouais. il va un peu vous blaster. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on se forme, le client se place comme ça, boum, qu'est-ce qu'on a comme chance? On a plusieurs secondes d'avance. C'est ça. Puis lorsqu'on les connaît sur le bout des doigts, ben, ça devient quand même assez aisé. Qu'est-ce que je fais avec un client qui se place comme ça? Ben, je peux soit contre-argumenter ce que je suis pas mal sûr qu'il va argumenter, ou atténuer mes propres propos avec lesquels je sais qu'il est en désaccord. Donc, ça devient un outil quand même formidable. C'est ça, c'est clair. Ah, c'est intéressant, je suis tout le temps sur la droite. Donc ça me fait beaucoup rire en fait que Ah, tu c'est dis cool. ça. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je fais. En fait, je dis toujours aux gens, on essaie de challenger justement, et principalement forcément nos interlocuteurs, pas pour contre-argumenter, mais justement pour apprendre des choses et tu sais, sortir un petit peu l'essence de ce que l'interlocuteur a à nous apprendre justement. Donc c'était un exemple parfait, je t'en remercie. Et peux-tu un peu Plaisir. développer sur les différents, parce que la position de chaise, c'est souvent un peu un entretien, hein, un entretien avec un client, ben, ça se passe souvent sur une chaise, souvent. Maintenant, ça peut être Oui. debout, de face à face, mais c'est souvent quand même dans un bureau, dans un lieu clos, assis. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer par rapport ben, aux différentes positions justement liées aux pensées ou autres que la personne pourrait avoir? Oui, je peux en nommer quelques-unes. Puis d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que dans le fond, moi, lorsque j'ai créé Synergo est en fait un parcours de 6 jours pour avoir la certification complète, mais c'est 3 niveaux de 2 jours. Il n'y a aucune obligation de faire. Là, je veux pas. Mon but, c'est pas de vendre Synergo, là, je veux juste expliquer un peu. Il n'y a aucune obligation de faire les 3 niveaux. Donc, quelqu'un peut faire un seul niveau, 2 niveaux ou 3 niveaux pour avoir la certification. Puis, la façon dont j'ai fait ça, c'est que j'ai condensé quand même 3 ans d'études
et d'observation et d'expérience clinique, si on veut. Puis, pour moi, les positions de chaise étaient évidemment pertinentes pour les coachs sportifs, puisque ça se passe dans un bureau. Donc, j'ai éliminé tout ce qui se passait debout pour le ramener justement en position de chaque côté du bureau. Puis maintenant, pour les positions de chaise, c'est quand même un module de 1h30, presque 2 heures que je donne. Évidemment, je ne peux pas le donner en entier, mais si je peux donner quelques mots-clés pour ce serait en bien. bonus, un peu si on veut, là, un peu de concret. Là. Ouais. Donc, on avait tout à l'heure la position en avant à droite qui était associée à l'argumentaire fort. Bien, totalement contrairement à ça, bien, contrairement, c'est une grosse nuance lorsque je me penche en avant à droite, donc vers vous, mais à gauche, pardon. En avant à gauche, c'est un argumentaire qui est plus faible, qui n'est pas soutenu. OK. Donc, à ce moment-là, la personne est quand même en participation active dans l'échange. Elle est intéressée à échanger, mais elle est probablement en désaccord, puis elle ne sait pas comment le faire valoir. Donc, ça, c'est une personne qui est souvent facile, si on va dans ce sens-là, à démolir verbalement, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut avec le client. Là. On veut pas le démolir. On veut juste le comprendre lui. Parce que le but, en fait, en coaching, c'est pas d'avoir raison et de le démontrer au client pour avoir une rigidité dans un plan d'action. Parce que si on fait ça, le client, si vous aimez, si vous lui prescrivez quelque chose qu'il n'aime pas, il risque fort de ne pas revenir. Donc, vous devez le comprendre au lieu de vous faire comprendre. C'est ça. Un peu des deux quand même, mais Mhm. le but ultime est de vous faire comprendre. Donc, l'argumentaire faible sert à comprendre un peu dans quel état d'esprit se trouve votre interlocuteur. Sinon, il y a carrément en arrière à gauche, qui est une position de fuite associée à la fuite. OK. À ce moment-là, le client veut fuir quelque chose qui est soit vous, soit la situation, soit l'environnement. Ça n'a rien de positif vraiment. Vous ne voulez pas vraiment que votre client se trouve là. Donc, s'il se trouve là, il y a quand même des solutions. Soit on change de sujet, soit s'il y a un enjeu qui est vraiment principal, majeur dans votre démarche, il faut creuser pour aller trouver ce que c'est. Donc, on a deux solutions un peu. Soit on n'en parle pas, soit on creuse au contraire. Puis là, ça dépend aussi de d'autres items. Parce que si, par exemple, votre client est en arrière à gauche, là, je donne du gros concret, là, qui est associé à la fuite. Donc, il veut fuir quelque chose, visiblement. Puis là, il y a une micro-démangeaison soudaine à l'arrière droite, dans la nuque, dans cette zone-là. Ça signifie je veux vraiment pas parler de ça. Donc là, il est en position de fuite et il vous signale qu'il ne veut pas parler de ça. OK. Tabarnouche, OK, là, on ne va pas aller creuser pour savoir qu'est-ce qu'il chicote. La personne vous dit de façon non verbale, sans même en être consciente, parce que c'est totalement non conscient. Là. On peut en être conscient, mais lorsqu'on est formé, puis mais c'est un automatisme quand même, le langage corporel. Donc, la personne vous signale qu'elle ne veut plus parler de ça. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on passe outre. Soit on y revient plus tard d'une autre façon, ou on met la personne en confiance avant, mais sur le moment-là, c'est pas très intelligent de creuser dans un sujet que la personne ne veut pas aborder. Clair, c'est sûr. Ah, c'est super intéressant. Et j'imagine aussi au niveau des bras, souvent c'est souvent lié, les bras croisés, hein, c'est souvent une position de fermeture, j'imagine. Ça, c'est ce que c'est ton Oui. affirmation? Je sais pas, non, je pose la question. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les bras croisés sont liés à la fermeture? Ça peut être non, ça peut être l'intérêt, ça peut être le questionnement, je pense. Ça peut être la concentration, je dirais, peut-être aussi. Ouais, Ouais, Benjamin? moi, j'aurais plutôt une sensation de stabilité, en fait. C'est en général quelqu'un qui est un peu assis sur son argumentation, qui attend de voir. En général, c'est vrai qu'en tout cas en Belgique, je pense que c'est même européen, on a plus tendance à voir ça comme une fermeture. Mais en général, c'est plutôt des gens qui écoutent. Pas forcément qui changent d'avis, mais ils écoutent. Alors, Et en fait, vous avez raison les deux, puisqu'il Génial. s'agit de départager si c'est une fermeture ou non, parce que dans certains cas, c'est clairement une fermeture. Puis là, quand on dit fermeture, j'aime mieux nuancer avec un manque de réceptivité du client. ok, Donc, c'est soit, ben, on utilise fermeture, c'est plus facile. Donc, c'est soit qu'il y a une fermeture ou c'est d'autres choses. Puis, les autres choses, ça peut être aussi stupide que la personne a froid et corporellement, elle veut se réchauffer. Mais ça peut être aussi une position d'écoute confortable. Si je fais ça ici, j'ai pas l'air vraiment fermé. Tu sais, je vous écoute et j'ai ouais, pas l'air fermé. Par contre, si j'ajoute tous les items qui sont associés à la fermeture, j'ai l'air un peu moins ouvert à la c'est discussion ça. comme ça. Puis là, je les nommerai pas tous, mais j'ai fait un live là-dessus, un live de environ 45 minutes il y a quelques semaines qui était vraiment sur les fameux croisements de bras, fermeture ou pas. C'est Donc, magnifique. là, on C'est fou, hein? démystifie. C'est fou ça.
Alors, c'est vraiment un Mhm. conseil qu'on pourrait donner limite aux professionnels de la santé, que ce soit n'importe quel professionnel, que ce soit sportif, ostéopathe, kiné ou même un médecin, pourrait en fait utiliser la synergologie comme moyen de communication entre guillemets ultime pour aider son client. En fait, c'est top. Mais encore une fois, on s'y intéresse pas. On s'intéresse Mhm. aux paroles, à ce que la personne dit. Mais c'est vrai, comme tu as dit au début, on a tendance à regarder un petit peu le langage non verbal, mais on n'y prête pas plus d'attention que ça et on passe à côté de plein d'informations. C'est ça. Ben, en fait, là, la réalité là-dedans, c'est que la synergologie existe depuis 25 ans, mais il y a eu un gros manque au niveau marketing. Donc, les gens ne savent même pas que ça existe. Donc là, c'est un outil qui est disponible aujourd'hui, mais qui est très, très, très méconnu. Puis les rares personnes qui le connaissaient, ben, c'est pas tout le monde qui veut aller faire 3 ans d'études et payer 8 000 $ pour devenir synergologue. Moi, ce que je voyais, c'est que les coachs avaient tout intérêt, un peu comme tu dis, Bastien, à s'y former, mais les gens, premièrement, ne connaissaient pas ça, mais deuxièmement, ils ne voulaient pas devenir synergologue, ils ne voulaient pas dépenser toute cette énergie-là pour avoir un outil. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir un outil de façon simple, efficace, applicable. Donc, c'est ce que j'ai créé. Puis, je dis coaching sportif, mais en fait, j'ai 3 créneaux. J'ai coaching sportif, gens d'affaires et relations d'aide. Ok. Et moi, là, premièrement, relation d'aide, il n'est pas encore développé parce que c'est extrêmement long. Ça prend des années de développer un créneau correctement. Mais moi, le coaching sportif, pour moi, c'est tout ce qui englobe préparateur physique, kinésiologue, ben, au Québec, kinésiologue du moins, entraîneur privé. Je mets aussi là-dedans la naturopathie, la massothérapie, tout ce qui est thérapie manuelle. Donc, justement, la médecine entre un peu là-dedans. Là. C'est sûr qu'un médecin qui me contacte, pour l'instant, je vais l'envoyer dans le coaching sportif plutôt que genre d'affaires. Mais effectivement, chaque profession, en fait, là, c'est assez simple. Chaque profession qui, selon les informations obtenues par le client, font en fait en sorte que la démarche peut changer dans l'intérêt du client, c'est une profession qui a un gain là-dedans, direct. Moi, J'ai... Vas-y, Bastien. Ah, non, excuse-moi, hein, c'est quelque chose à dire, vas-y, dis. Non? Non, en fait, Je bon, t'ai voilà, coupé. moi j'ai toujours un truc à dire. C'est un peu mon job. En fait, ici, dans tout ce que tu dis, je trouve ça super intéressant par rapport à la communication et quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir. C'est le côté, en fait, quand tu es avec un client, avec un adhérent, voilà, si la personne ne comprend pas bien, c'est ta faute. Ça, c'est vraiment quelque chose que, moi, en tout cas, c'est une, comment dire, c'est quelque chose que je me répète parce qu'il y a des, voilà, il y a des entraîneurs qui sont, ouais, c'est lui. Non, non, les gars, en fait, c'est votre job de faire en sorte que la personne en face de vous comprenne bien que vous On est fait voulez. pour s'entendre. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as vu, je suis à droite. Hein. Et alors ça aussi, c'est une question que j'aurais bien voulu te poser. Est-ce que tu penses que quand on a pris conscience de ça, donc de la positionnement, voilà, on va reprendre sur la chaise, que le but, c'est pas que tu nous donnes tout, mais qu'on comprenne bien ce que tu nous expliques. Quand on va avoir conscience de cette position sur la chaise, si par exemple on a une argumentation, voilà, on est à gauche, on a une argumentation qui est un peu moins bonne par rapport à ce que tu nous dis, dis-moi si je me trompe, normalement c'est ça. Oui, c'est Est-ce ça. que Moins soutenu. c'est ça, moins soutenu. Est-ce que je peux, de façon alors volontaire, oui, obligatoirement volontaire, parce qu'on va aller à droite, faire en sorte que mon argumentation soit plus soutenue? Est-ce qu'on peut faire ça de façon consciente ou pas? C'est une excellente question qui mériterait une Ah, parenthèse de 1 heure, chose que je peux me J'adore. permettre, je peux me permettre en classe. En formation, ce que j'aime beaucoup en formation, c'est que chez Synergo, j'ai plafonné volontairement chaque cohorte à 6 participants, ce qui permet ce genre de retour-là et de Ouais, cool. questions-là. Parce que pour moi, c'était pas une question d'argent. Là, les gens, au début, me disaient, Manuel, tu te tires dans le pied, ton portefeuille, tu sais, tu seras jamais capable de subvenir à tes besoins. S'il y a 30 personnes qui sont intéressées au cours, fais une classe de 30 personnes. Puis depuis le départ que je dis non, moi, c'est 6 parce que même pour avoir fait des classes de 8 et 9, je vois une énorme différence. Mais justement, c'est le genre de parenthèse que je peux me permettre d'élaborer beaucoup en classe. Là, je vais rapetisser la parenthèse en la ramenant à moins de 5 minutes. Mais effectivement, ça va dans les deux sens. Le langage corporel, en fait, on appelle ça du top to bottom, bottom up. En fait, ça va dans les deux sens. Lorsque je, je, je m'installe dans une posture volontairement, il y a un état d'esprit ou un état corporel qui émerge de ça. Et lorsque je suis dans un état corporel X, mon corps aussi s'adapte. Donc, si je peux donner un exemple très, très, très concret là, qui illustre bien la chose, mais c'est comme ça tout le temps. En fait, si là, présentement, on se parle, moi, au Québec, bon, il est 9h20, vous, il est 15h20, si je ne me trompe pas.
C'est à ça. peu près, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, à ce moment-là, admettons que c'est l'heure de manger ma collation. Là, j'ai faim, ce qui fait en sorte que je vais regarder l'horloge ou l'heure dans le coin de mon ordinateur. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu un état qui était la faim, qui est un état chimique. On n'entrera pas dans les détails physiologiques, mais ça a fait en sorte que mon langage corporel a fait que j'ai regardé en bas à droite. Donc, quand même, j'ai eu un mouvement corporel à travers une interaction. Donc, mon état intérieur a changé ma position corporelle. À l'inverse, si on veut aller dans l'autre sens, je vous parle, puis je vois l'horloge du coin de l'œil, ou je la vois peu importe où dans l'image ou dans le coin de ma caméra, tiens. Là, je la regarde, il est 9h20, oups, ça me fait penser, habituellement, je mange à cette heure-là. Je commence à avoir faim tout d'un coup. Là, finalement, mon corps s'adapte un peu à ce que je viens de voir. Donc, finalement, dans ce cas-là, c'est totalement l'inverse. Donc, tu as absolument raison de dire que oui, se plonger dans une position volontairement peut faire en sorte qu'on peut intégrer un peu une attitude mentale ou un état corporel, mais c'est dangereux parce que c'est un peu c'est instable, c'est injuste, c'est tout sauf franc, si on veut. Puis, ce qu'on dit en synergologie, parce que parfois on se fait aborder par exemple, un politicien qui nous dit bon, j'ai un discours à faire, qu'est-ce que tu me suggères à faire pour le langage corporel que je vais utiliser? C'est très simple, C'est ça, monsieur ouais. le député. On en parlera de ça après. C'est très simple, monsieur le député. Ne faites que croire en vos paroles. Ce à quoi vous ne croyez pas, n'en parlez pas parce que ça paraît dans votre discours. Donc, finalement, changez votre attitude intérieure, puis ça va paraître, vous allez rayonner cette attitude-là. Donc, si vous êtes heureux de parler à votre Voilà, auditoire va le ressentir. c'est ça. Si vous n'êtes pas heureux et vous faites croire que oui, ça ne fonctionnera pas. Tu sais. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le bullshit detector dont on parlait tantôt. Si on se place à droite puis qu'on se dit je vais me placer comme ça, mon argumentaire va sembler plus solide, ça risque fort de ne pas fonctionner. Ouais. Ça peut fonctionner, mais c'est très instable. Moi, je suggère pas ça du tout. Je suggère de passer par l'intérieur. Tu l'as dit de toute façon, Benjamin, tantôt. Le but, en fait, c'est de comprendre le client, puis de ne pas apposer notre vision. En fait, en état d'écoute, d'empathie totale avec le client, votre corps va dégager ça. Vous allez être totalement ouvert. Le client va être en confiance. Puis, je ne verrais pas de toute façon l'intérêt de se mettre, par exemple, en avant à droite, qui est l'argumentaire fort, là, mais ça, je comprends que c'était un simple exemple. J'espère que ça répond un peu à vos questions. Ouais, Oui, totalement. Bah, on vient un peu avec voilà, des échanges précédents qu'on a eus où bah, on a tendance, principalement, voilà, un qui n'est pas encore sorti maintenant, mais voilà, on a vraiment ce côté symbiose et corps, une symbiose, excusez-moi, entre le corps et l'esprit, quoi, alors qu'on a tendance à les Oui. diviser. Ça, c'est un peu dommage. Si je peux me permettre de terminer la parenthèse très rapidement, en fait, il y a des études qui démontrent les neurones miroirs, vous connaissez un peu. Oui, En fait, ça fait partie de l'empathie. C'est lorsque deux individus, il y a plusieurs études à ce niveau-là, lorsque deux individus sont totalement en connexion, en communion, si on veut, le langage corporel se reflète tel un miroir. Donc, ça fonctionne, c'est réel, on l'observe en synergologie, on le voit régulièrement. Par contre, j'ai déjà vu, puis là, je ne veux pas nommer de discipline quelconque, mais j'ai déjà vu des disciplines quelconques dire aux gens de faire ça. Proposer aux gens, bien, placez-vous dans une position comme votre client, vous allez être perçu comme plus ouvert. Mais ce que ces études-là euh, font, en fait, c'est qu'ils ont observé des situations réelles où les gens faisaient ça de façon naturelle. Puis moi-même, dans ma vie, souvent, je me rends compte que je discute avec mon conjoint. Puis à un moment donné, je lui dis, mets ça sur pause, chérie, regarde-nous. Regarde à quel point je suis encore une fois en miroir. Mais ça se fait de façon naturelle. Lorsqu'on imite ça, on sort totalement du sujet. Là. Finalement, on tente d'imiter, justement. Imiter un comportement à succès, là, selon moi, là, ça c'est très personnel ce que je vous dis, c'est pas professionnel. Imiter un comportement à succès ne fait pas de vous un professionnel ou une personne à succès, vous imitez quelqu'un d'autre. Ça, en tout cas, probablement que sur des points techniques, si vous voulez utiliser une méthode de façon technique, ça peut fonctionner, mais de façon plus personnelle, vous n'êtes pas l'autre individu. Donc, imiter quelqu'un d'autre, ok. c'est assez limite, je crois. ouais, c'est intéressant, hein. Parce qu'on dit, on parle souvent de, comment dire, du cercle. On dit toujours, ouais, essayez de côtoyer des gens d'un certain type. Par exemple, entourez-vous de personnes successful et vous serez successful. Par rapport à ce que tu dis, il y a quand même de la nuance à mettre. Ça, c'est important aussi, quoi. Parce que Je c'est pense pas qu'il y a une parce que part de vérité aussi dans cet énoncé-là.
Ouais. Parce que pour l'avoir fait plusieurs fois dans ma vie, c'est sûr que si tu te tiens avec 5 intellectuels qui lisent 2 livres par mois, tu vas te mettre à lire 2 livres par mois, en tout cas fort probablement, parce que les sujets de conversation sont toujours animés autour des intérêts des gens. Donc, évidemment, si vous vous tenez avec 5 personnes qui font du CrossFit, il y a des fortes chances que vous adhériez au mouvement CrossFit, etc. Donc, je pense que oui, si vous êtes avec 5 personnes, les 5 personnes les plus près de vous sont des personnes qui sont proactives, puis qui sont très, justement, proactives professionnellement, puis qui visent le succès, il y a des chances que vous aussi, tu sais. Sauf que vous ne serez jamais naturellement quelqu'un d'autre. Ouais, Il y c'est a une ça. part de vérité, mais il y a aussi ses limites là-dedans. Moi, j'avais une question un peu plus d'ordre au niveau de la posturologie et voilà, voir un petit peu si une personne a des déséquilibres au niveau postural ou au niveau des patrons moteurs avec Mathieu Boulet. Peut-être que tu en as Mhm. certainement peut-être discuté avec lui, j'imagine. Oui. Il t'a certainement fait part de son point de vue par rapport à ça. Est-ce que si une personne a un déséquilibre quelconque, est-ce que ça va directement aussi se retranscrire sur son langage non verbal? En fait, la posturologie et la synergologie sont 2 choses complètement distinctes. Et justement, j'en ai parlé souvent avec Mathieu Boulet, qui est même devenu mon ami. On se parle régulièrement. Euh, En fait, je ne veux pas donner la signification de la posturologie, mais je pense, de ce que j'en conçois, c'est que finalement, c'est sur un plan thérapeutique. Et puis, la posture de l'individu va nous dicter en fait la démarche de ce qu'on va faire, mais c'est une posture qui est statique, je pense. Oui, C'est pas une souvent. posture qui est vraiment dynamique. Je La, pense, là. ouais, À moins qu'il y ait des aspects quand même dynamiques, là. enfin, au départ, l'analyse est statique et ensuite on peut le faire en dynamique, mais de toute Elle façon, peut devenir dynamique. voilà. Nous, en fait, c'est totalement l'inverse. Je trouve ça bien, ta phrase que tu viens de dire, parce que nous, c'est totalement l'inverse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dynamisme. Et oui, des fois, on va jouer un peu dans le statique avec la posture, par exemple, la position de chaise. Ouais, Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse en tant que synergologue, c'est pas la posture dans laquelle, la position de chaise dans laquelle la personne est. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, sur quel mot cette personne-là a changé de position de chaise. Parce que c'est vraiment par rapport à un mot ou à quelque chose qui s'est passé. c'est ça. Donc, c'est là qui est le flag rouge pour nous. Mais quand même, je pense qu'il y a des liens à faire avec. Puis moi, ce que j'aime en Synergo, c'est que j'offre cet outil-là et puis les différents professionnels font leurs propres liens. Ce qui est arrivé avec Mathieu, il me dit qu'il fait des liens à l'infini. Ouais, Moi, je ne peux pas faire ces liens-là à sa place, c'est ça. mais je conçois quand même que, tu sais, ce que je disais à Mathieu lorsqu'on on en discutait, c'est que par exemple, tu me dis que ta cliente a une limitation sur la rotation de la tête à droite. Pas de problème, OK, j'en conviens. Elle a une rotation limitée de 20 de moins que du côté gauche. Ce qui est étrange, c'est qu'en cours d'interaction, cette personne-là peut se trouver à ne plus avoir ses limitations et regarder comme ça tout d'un coup, ou regarder son interlocuteur de l'œil droit ou des trucs comme ça. Donc, à certains moments, les limitations physiques, pathologiques un peu des gens, deviennent absentes ou vraiment moins limitatives. Ok, C'est ça qui est assez impressionnant, c'est ça. c'est que ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis que là, on voit que dans le fond, c'est l'aspect communicatif de la chose. La personne est vraiment dans cette posture-là, dans un terme de douleur ou d'adaptation physique, mais elle peut quand même parfois sortir de ces limitations-là. C'est intéressant ça. Ouais, super intéressant. Ça voudrait dire que la personne, comment dire, la force de l'envie de communiquer de la personne, de par ce qu'elle dit et la gestuelle, est plus forte que ses limitations physiques, en fait. C'est ça, en fait. Puis je dis pas que ça peut outrepasser en tout temps toutes les limitations, mais Bien sûr. de façon nuancée, oui, totalement, je peux affirmer qu'il y a l'aspect communicatif, comme tu dis, la volonté de s'exprimer inconsciente de l'individu fait en sorte que parfois ça outrepasse les limitations, Ouais, c'est du moins vraiment de quelques degrés. En fait, le non-verbal, c'est associé au verbal, c'est d'ordre du réflexe, quoi. C'est un Oui, réflexe qui absolument. tient en compte, et ce réflexe prend le dessus sur tous les autres, au final, tous les autres mouvements que tu Oui, pourrais être limité, comme tu viens de dire là. Et un réflexe, on peut dire son nom, un réflexe, c'est d'ordre involontaire, tu le fais sans y penser. absolument. C'est C'est ça. la raison pour laquelle ce qui nous intéresse en synergologie, ce ne sont pas les mouvements qui sont non conscients. Non conscients, totalement non conscients, ça voudrait dire, par exemple, les dilatations ou la contraction des pupilles. Premièrement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça parce que c'est difficile de se rendre compte de ça, là. Je me verrais mal mesurer les yeux de mon client comme ça. Puis, dans un autre ordre d'idée, les mouvements qui sont totalement conscients, ce sont les mouvements culturels. Si je hail un taxi ou je dis que c'est good ou nice, ou là, ça dépend des, Ouais, des comme ça. cultures, là, ce que ça veut dire, là.
Mais tu sais, comme ça, ces gestes-là ne nous intéressent pas. On sait déjà culturellement ce que ça veut dire. On envoie un message conscient à l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est le mi-conscient, C'est en ça. fait. Donc, des gestes qui sont des réflexes, finalement, des automatismes. Mais, par exemple, là, je peux me rendre compte que j'ai les mains comme ça dans les airs. Donc, on dit mi-conscient parce qu'on s'en rend pas compte, mais je peux m'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Ici, on avait une question par rapport à une personne qui dit, par exemple, ça me rappelle beaucoup la formation sur les neurotypes de Christian Thibaudeau, la façon de se tenir, de serrer la main, le regard, etc. Voilà. Mais en fait, Christian, je pense qu'il a intégré un peu de langage corporel ou non-verbal dans ses formations lorsqu'il a débuté les neurotypes. Puis Ok. je pense que c'est ce qui a fait en sorte que Christian est venu se former Synergo. Je pense qu'il voyait vraiment quelque chose de complémentaire. Puis j'adore ça, honnêtement, mixer les deux, là. C'est deux choses que, pour le milieu sportif, je trouve que les neurotypes et la Synergo, c'est un complément incroyable, selon moi. Parce que je suis un peu à l'affût des neurotypes. J'ai parlé quand même souvent en classe avec Christian. Ce que j'aime beaucoup de l'approche des neurotypes, c'est que selon ce que j'en conçois, ça donne 90 de chances de s'adapter à l'avance au type d'entraînement que le client préfère et dans lequel il performe naturellement. Donc, on a comme un peu 90 de chances avec un simple questionnaire de se rendre compte que cette personne-là va adhérer au programme longtemps. Donc, Ouais. ça donne quand même une bonne. Là, c'est un chiffre que j'avance, là, 90 Ouais, bien sûr. on s'entend que c'est beaucoup plus que 50 C'est ça. donc maintenant, là, déjà à la base, on s'assure de faire adhérer, de se donner le plus de chances possible de faire adhérer le client et de lui donner quelque chose qu'il aime et dans lequel il performe. Maintenant, la Synergo, c'est comme un peu la continuité de ça, parce que la Synergo, c'est de comprendre Monsieur X à l'instant T. Donc, moi, je peux sortir des neurotypes avec la Synergo. Comme Christian le dit, de toute façon, les neurotypes, tu peux sortir, tu as un type dominant, tu as un sous-type, puis tu peux quand même aller jouer dans les autres. Mais la Ouais. Synergo, en fait, c'est que tu sors. Moi, je ne me permets pas de catégoriser quelqu'un. En fait, je sais qu'il y a des dominances, je sais qu'il y a des tendances générales, puis chaque individu a des façons naturelles de communiquer et puis d'interagir en société. Mais je permets à l'individu, en fait, d'être où il veut, quand il veut, parce que moi, c'est sur le moment que le truc est fait, le langage corporel est émis. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense qu'en partant avec les neurotypes, puis en continuant avec la Synergo, c'est hallucinant à quel point on peut s'adapter aux clients. C'est ça, en fait, que ça fait. Puis pour moi, Ouais, c'est toute la différence. Les effets secondaires de ça, de jumeler les deux en plus, tu sais, je parle seulement habituellement de Synergo, mais là, si on jumelle les neurotypes et Synergo, c'est sûr et certain que la rétention de clientèle est augmentée. C'est sûr que ça n'a pas le choix. Là. C'est ça. À moins d'être vraiment imbécile, d'aller aux deux formations et de ne pas s'en servir. Là. Mais si on s'en sert, c'est sûr qu'il y a un effet secondaire. Puis je dirais même avec l'augmentation des ventes, mais on va rester uniquement dans l'aspect rétention de clients. Selon moi, c'est une évidence. Ouais, c'est vraiment super bien dit parce qu'il y a aussi quelque chose qui revient pas mal depuis qu'on a démarré voilà, cette conversation, c'est l'anticipation en fait. Et c'est marrant parce que moi, j'avais jamais mis le doigt sur ça alors que en fait, maintenant que tu le dis, ça me paraît tellement logique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que en fait, moi, j'essaye vraiment, voilà, une formation, ce que tu fais, ça m'intéresse. Pour la petite histoire, je me suis inscrit à la formation de Christian, donc voilà, je l'ai pas encore fait, mais ça va arriver. Et ici, justement, il y a cette anticipation qui va nous permettre en fait, d'être meilleur et de surtout, encore une fois, on reparle de communication, quoi, d'être meilleur dans la communication et en anticipant, de voir venir des choses. Et donc, du coup, d'être encore meilleur dans notre domaine. Et encore une fois, hop, tout découle de ça. Une meilleure rétention de clients, on va optimiser ce qu'on fait, on va perdre moins de temps aussi, parce que ça, l'air de rien, j'ai connu des gens comme ça où en fait, ils ne veulent pas spécialement t'écouter, ils vont dans une direction et au final, c'est contre-productif. Et ouais, franchement, tout ce que tu dis, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça a une synergie très forte. Et là aussi, où je voudrais mettre le point, c'est la nuance. Tu es toujours en train de mettre une nuance et c'est hyper important. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent absolument se définir dans une case, en fait. Alors, c'est cool j'estime que c'est cool d'avoir des connaissances de soi-même et de comprendre certaines de notre trigger, vraiment ce qui nous enclenche, ce qui nous fait réagir d'une certaine façon, etc. Mais je ne suis pas certain que ce soit totalement productif de toujours se mettre dans la même case, toujours. Ou pire, de faire en sorte de coller avec cette case. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, les gars? Je laisse Bastien répondre, j'enchaîne ensuite.
Moi, j'ai une question. Ouais, moi, j'avais un autre truc qui me. Non, réponds à la question OK. parce qu'il y avait un Ben, autre truc qui me en fait, perturbait. T'étais comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, ben repose-la moi, ça se peut que je l'oublie dans mon discours, mais je vais faire ça vite parce qu'il y a quand même un peu répondu. En fait, je me souviens même plus de la question parce que je Avec les prenais des notes en cases, même donc temps. que les gens se mettent dans les cases et surtout, des fois, font en sorte que Oui, OK. leur comportement colle avec ça. Oui, Ouais. pardon. En fait, c'est déjà un peu ce que je disais à la base. Moi, je pense que ça, c'est tous les types de personnalités, tout ce qui existe comme outil, comme méthode pour cibler une personnalité d'un individu. Je pense que ce sont tous des outils formidables, efficaces, utiles. Maintenant, c'est à mettre dans sa boîte à outils. Puis le danger de ça, c'est seulement de vouloir à tout prix étiqueter les gens et puis de s'en servir de façon inconsciente pour justement mettre une étiquette sur chaque personne pour la mettre dans une boîte. Parce qu'à ce moment-là, de façon inconsciente, on connaît un peu les biais cognitifs, c'est un biais associatif. Maintenant, cette personne-là est tel neurotype, parce qu'avec les neurotypes, c'est la même chose. Selon moi, ce sont tous des bons outils. Il faut juste se permettre de sortir de ça parce que le client sort de ça, en fait, régulièrement, même s'il y a une tendance générale. Donc, je pense que tout est un peu bon. Je pense que ça a vraiment son plus, sa place. Ces outils-là, c'est merveilleux. Il faut juste reconnaître ses limites et ne pas trop rester dans ces outils-là pour aller voir d'autres choses, justement, comme un peu la synergo qui permet de. Donc, avoir une vision à la fois dans une paille et à la fois élargie. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt non plus, je pense. C'est bien dit. Ça, c'est clair. Moi, j'avais une question. Tu t'es mis comme ça à un moment donné, et après, tu t'es mis comme ça. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? C'est très drôle, en fait, parce que je suis déjà à la base un individu qui est très, très, très introspectif, constamment en réflexion. Je suis un peu philosophe. Tu sais, je dis toujours que mes formations sont offertes dans un cadre qui est psychophilosophique. Puis en fait, dès qu'on a un doigt de coller dans le visage, on appelle ça une microfixation, ça représente une introspection, déjà à la base. Donc, un individu qui a souvent les mains collées dans le visage, peu importe où, est probablement un individu qui est introspectif. Moi, je le sais parce que je passe beaucoup de mon temps comme ça. Bon, maintenant, selon les zones, ici à gauche, dans la zone du front, tout ce qui s'approche de ça, c'est un problème qui nous concerne, qui nous implique personnellement. Donc là, je me souviens plus quels étaient les propos, mais évidemment, je réfléchissais à un problème ou à des propos. Ça, c'est fait de façon non consciente. Hein? Ouais, Je c'est me fou, suis hein. pas dit, il faut que je trouve la solution au problème, mais ça se fait tout seul. Tu sais. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que le menton est dubitatif. Donc, je me questionne soit par rapport à moi, interne, ou par rapport aux propos de l'autre. Donc, c'est très, très, très. C'est deux items. Tu sais, quand je disais tantôt des chaînes logiques d'items, là, ben ça, c'en est un peu une. Ah, Parce que les deux vont dans le même sens. Ouais. exact. C'est des indicateurs qui se renforcent l'un l'autre et qui nous permettent de choisir une direction sur la communication. C'est super Exactement. intéressant, hein. Puis ça, tu sais, admettons que vous venez faire Synergo, vous vous formez, là, vous savez que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Là, vous le voyez, vous trouvez ça intéressant, mais il n'y a pas d'enjeu. Donc, vous en faites rien Oui, c'est dans la vrai. consultation. Le but, c'est pas d'interagir avec le client à chaque fois qu'on voit quelque chose parce que l'intervention ne finirait jamais parce que c'est comme exponentiel à chaque ouverture. Tu sais. Mais c'est lorsqu'il y a un enjeu, en fait, là, il n'y en avait pas, mais la question est intéressante. Sauf que parfois, il y a un enjeu parce que justement, sur tel mot, si vous aviez vu que, par exemple, je ne sais pas moi, sur un énoncé que vous aviez fait, j'aurais fait un petit signe de rejet comme ça. Là, whoop, vous auriez pu penser que je rejetais vos propos. Là, ben, après ça, il y a le questionnement qui vient selon le geste observé, là, chose qui est enseignée en classe. Ouais. Ben, Ouais, il c'était fait ça. peut-être froid, le nez coule, quoi. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ça pourrait être Oui, ça. mais très souvent, tu sais, ça, c'est une micro-démangeaison qu'on appelle. C'est à différencier d'une démangeaison. Puis, en fait, je conçois très mal qu'on se gratte comme ça, c'est un seul petit coup comme ça. Puis, oui, ça se peut qu'on avait une goutte, mais pourquoi à cet exact moment-là? Puis, Ouais, pourquoi ouais, à ouais. chaque fois qu'on reparle de ce sujet-là, pourquoi les autres items sont associés négativement un peu? Tu sais, c'est un C'est peu tout ça, dingue. là. Ah, c'est super. J'adore. J'ai une question de Superman, Mathieu Bouchard. J'imagine que tu peux apprendre à mitiger ses réflexes. Il pose Ben, tu peux apprendre. précise, Mathieu. Ouais, je ne sais pas s'il écoute encore, mais bon, voilà, on va voir un petit peu.
par rapport à ça. À mon avis, c'était Parce qu'en fait, de ce que j'en conçois, mitigé, est-ce qu'on parle de nuancer un peu ou À mon avis, c'est contrôlé volontairement pour ne pas se faire décoder. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends la question de Mathieu, en tout cas. je pense aussi. ben, si c'est, je vais attendre que Mathieu renchérisse, mais en attendant, si on y va dans ce sens-là, ça va un peu dans le sens de tantôt. Premièrement, si on se contrôle, ça risque de sortir tout croche. Puis deuxièmement, j'irais là, par une simple question. Admettons là, que je te dis, là, Benjamin, là, si tu veux contrôler ton langage corporel, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais me stabiliser. Je vais essayer d'être le plus statique possible. Mais Contrôle. ça fait pas du tout partie de ma personnalité, donc c'est très compliqué. Moi, par contre, oui, en fait. Je m'aperçois que moi, oui. Moi, je suis je suis sur ma chaise, j'ai une position très droite, tu vois. Benja a plus être avachi dans un Mhm. divan ou voilà. Et moi, je suis plutôt très droit, très dans l'analyse peut-être, trop dans le contrôle. Je me trouve trop dans le contrôle et je le ressens en fait parce qu'on en discute et plus on en discute, plus je me sens. Et tu me verrais, je suis droit comme un i quoi. Je suis pas là Mhm. avachi, tu vois. Je suis droit comme un i quoi. Et Ben, voilà. j'ai la même tendance. On pourrait l'élaborer longtemps aussi parce qu'il y a plusieurs pistes de possibilités. Puis ça, c'est un peu, ça peut peut-être répondre à la question de Mathieu. Il y a souvent plusieurs pistes pour un seul item. Donc, un item peut revenir dans 2, 3, 4 situations différentes, dans différents contextes et avoir plus d'une signification, ça se peut. Maintenant, pour en revenir à ta posture, Bastien, ben, je suis un peu arrangé pareil. Pas ce matin parce que mon ordinateur est loin, je dois être penché vers l'avant, mais j'ai tendance, moi aussi, à avoir le dos comme ça. Tout simplement parce que souvent, on vient du milieu qui est du milieu sportif. On apprend à avoir une bonne posture. C'est ancré un peu en nous. On n'arrête pas de répéter ça aux clients. C'est un peu bizarre d'être comme ça. On répète aux clients de sortir, de squeezer les omoplates et d'avoir une rétraction scapulaire. Mais maintenant, bon, je posais la question parce que si je demande à quelqu'un, bon, parfait, si je ne me suis pas formé au langage corporel et que je veux contrôler mon langage corporel pour faire croire quelque chose à quelqu'un, sur quoi je me base si je ne le connais pas, le langage corporel? Il n'y en a pas. Il y a aucun indice mental sur lequel je peux me baser pour contrôler mon langage corporel. Je ne le connais pas, le langage corporel. C'est comme dire, essaie de parler en chinois, même si tu n'as jamais appris le chinois. Ben, OK, ben, ce qui va sortir, c'est Wing Tang Chong, Ping Pang Pong. Mais, tu sais, ça Ah, tu n'a pas parles rapport. chinois? J'en connais. Euh, maintenant, à l'autre opposé, si on se forme en synergologie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui font du sens et qui font partie du classement du lexique corporel, finalement. Nous, on a 1700 codes de classifiés, de définis, de répertoriés dans un éthogramme numérique, en tout cas. Mais je verrais mal quelqu'un qui s'est formé, qui connaît l'ampleur de tout ça, se dire ah, là, je suis en train de répondre à Benjamin. Il faudrait justement que je me penche sur la droite parce que j'ai un argument qui s'en vient. Je vais enlever mon doigt de là parce que je ne veux pas montrer que je suis introspectif. Je vais le regarder avec mon œil droit parce que je sais que c'est tel truc. Maintenant, tu sais, ça n'a comme pas de fin comme ça. Puis tout le long que je pense à m'adapter comme ça corporellement, je ne suis pas avec l'interlocuteur. Puis ça, tu t'en rends compte parce que premièrement, j'ai une absence de clignement d'yeux ou en tout cas une grosse diminution. Donc, un peu comme lorsqu'on sait que la personne nous bullshit, nous ment en plein visage, on sait que la personne n'est plus présente dans l'interaction. Souvent, lorsqu'on parle, quelqu'un n'est plus présent, on va faire hey, reste avec moi, tu sais. Mais c'est un peu tout ça qui sort. Donc, il y a, il y a une possibilité de contrôler son langage corporel, mais premièrement, elle est minime, elle est maladroite et elle est inefficace. Donc, grosso modo, non, on ne peut pas contrôler son langage corporel. C'est la réponse courte. Comme tu ne peux pas maîtriser ta posture. Comme tu ne peux pas. Exactement. Comme c'est des réflexes, tu peux pas avoir la main mise dessus et tu peux. Non, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Euh, Ici, voilà, je voudrais rentrer dans des questions un petit peu plus perso par rapport à toi. Une question que ici je me pose, quelles sont tes trois plus grandes influences, peut-être dans l'univers de la communication, peut-être, ou d'ordre général? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je n'irai pas dans l'ordre général parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont influencé. Puis moi, je déteste utiliser le mot mentor. Je ne sais pas pourquoi j'ai une connotation négative à ça. Okay. Même si j'ai regardé moult fois dans le dictionnaire et puis que ça n'a aucune signification négative, j'aime pas utiliser le mentor parce qu'on dirait que dans ma tête, ça fait comme subordonné, subalterne. Mais il y a des Ah, c'est personnes qui m'ont intéressant. clairement influencé. Puis je vais rester justement dans le champ de la communication.
Je dirais, ben, premièrement, Carl Rogers. Carl Rogers, qui est le père de la psychothérapie un peu. Ok. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont influencé, qui ont été ses disciples. Par exemple, Marshall Rosenberg, Thomas Dunsemble, qui est plus connu en France. Des personnes comme ça, mais je me suis aperçu que finalement, tout le monde découlait de Carl Rogers. Donc, je dirais Carl Rogers pour la communication et la psychothérapie parce que lui s'est aperçu que c'est l'empathie qui était la solution à la plupart des maux. J'irai ensuite avec mon deuxième, je dirais le docteur Philippe Turchet, qui est le créateur de la synergologie, Ok. qui a eu une énorme influence dans ma vie parce que dès que j'ai connu ça, puis on en reparlera plus tard, mais j'ai un esprit critique. Je me suis pas fait du tout endoctriner, mais l'ampleur du travail qu'il a fait, ça me fait halluciner. C'est un travail qui est constant, là, qui continue en 2020 de se faire. Donc, Philippe Turchet en deuxième. Puis mon troisième, ce serait Antonio Damasio, auteur de plusieurs livres, mais c'est un neuroscientifique qui enseigne justement les neurosciences à l'université. Il enseigne la philosophie, il enseigne la psychologie et il enseigne la neurologie. Donc, c'est un peu un lien Ouais. avec tout ce que j'aime. Je suis un peu moins, je suis très loin d'être expert en physiologie et en neurologie, mais ce sont des domaines qui m'intéressent parce que c'est lié au comportementalisme, au comportement individuel. Donc, nécessairement, je vais un peu. Donc, Antonio Damasio regroupe tout ça. Mais j'aime beaucoup philo, psycho. Donc, ce seraient les trois personnes, Carl Rogers, Philippe Turchet et Antonio Damasio. Ok. D'ailleurs, Antonio Damasio, parce que j'ai ma petite bibliothèque à côté de moi, son dernier livre, L'ordre étrange des choses, assez hallucinant. Ouais. D'un point de vue comportemental, rapidement comme ça, là, je ne veux même pas faire un résumé, là, mais rapidement comme ça, il redéfinit un peu les balises de l'homéostasie qui nous ramène notre comportement individuel provient jusqu'à aussi loin que les bactéries, finalement. Oh, aïe, aïe. Parce que les bactéries ont des comportements, puis c'est là où on se rend compte que nos comportements, nos classes, si on veut, si on revient un peu à nos classes de personnalité, ça part de loin. Puis en fait, ça part de la survie. C'est le fight, flight or freeze. Ça revient Ouais. toujours à ça. Donc, c'est mes trois plus grandes influences, je dirais, ou parmi les trois plus grandes. De belles influences, ça. Ouais. Et au niveau, alors, est-ce que tu pourrais donner des conseils, peut-être au niveau lecture, peut-être 3 livres qui t'ont marqué ou 3 livres que Oui, tu dirais? ben justement, là, l'ordre étrange des choses de Damasio qui vient de. Puis j'irai avec mes deux autres précédents qui, en fait, ont détrôné tous les autres d'avant. Le premier, je dirais, en français, c'est Pensée lente, pensée rapide ou Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. J'ai adoré ce livre. C'est une brique de psychologie de 500 pages. Là. C'est faut aimer. Mais n'importe qui aime appréhender la fonction de l'esprit humain, comment l'esprit humain fonctionne, c'est le livre à lire. Puis je me suis rendu compte, après lecture, que finalement, c'est l'inventeur des biais cognitifs. Les biais cognitifs existaient, mais c'est un peu comme la synergologie. Il n'avait jamais été vraiment étudié avant Daniel Kahneman. Donc, système 1, système 2. En fait, il parle des biais cognitifs tout le long de sa brique de 500 pages. Il explique de façon très rationnelle comment on se biaise nous-mêmes constamment. Et puis moi, qui se pensais très objectif, après avoir lu ce livre-là, j'ai fait, OK, mais l'humain n'est tout simplement jamais objectif. Jamais, jamais, jamais. Impossible. Donc, même lorsqu'on croit, qu'on est convaincu qu'on est dans une position distancée, posée, réfléchie, on ne l'est pas quand même. Mais on peut s'en rapprocher, mais quand même. Donc, livre très intéressant. Mon second livre, il s'appelle, le titre, c'est Le mythe de la scientificité et des pseudosciences. Donc, je le répète parce qu'il est un peu long. Le mythe de la scientificité et des pseudosciences. C'est un livre qui parle des failles qu'il y a dans le système des études scientifiques. Tout le monde sait qu'il y en a des failles, mais on y accorde peu d'attention. Puis c'est difficile, justement, Mathieu Bouchard, qui est quand même un champion québécois dans la critique de l'étude scientifique, si on veut. Il lit vraiment beaucoup d'études, puis il est capable de repérer quand même souvent les failles. Ouais. Mais ce livre-là résume ça un peu, vulgarise ça, mais il y a aussi beaucoup de failles auxquelles on ne s'attend pas et qui nous démontrent à quel point le système des études scientifiques est corrompu de A à Z sur plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Puis ça corrompt autant les individus que les systèmes. Puis faire en sorte qu'on appuie une thèse sur des études scientifiques exclusivement, ça revient un peu à l'autre livre. On est totalement biaisé parce que on va choisir des études qui font un peu notre affaire. Puis ces études-là, il y a plein d'études qui démontrent le contraire.
premièrement, qui n'ont pas eu le financement, qui n'ont pas eu l'intérêt, ou qui se sont fait écraser, qui ont été maganés par la revue Par les pairs, en tout cas. Je n'entrerai pas trop dans ce champ-là, mais ça m'a ouvert les yeux. Puis ça, c'est un livre de 100 pages. Il m'a pris 5 jours à lire. Mais ça ouvre les yeux sur un domaine sur lequel j'étais déjà conscient, mais pas à ce niveau-là. Donc, voici pour ces 3. Il y en a plein d'autres, mais Non, mais c'est déjà bien, je pense. C'est hyper intéressant. Si je te parle du livre rouge de Carl Jung, ça te dit quelque chose ou pas du tout? le petit livre rouge, Le livre rouge de Carl Jung. C'est en fait, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas du tout un livre que j'ai lu ou que je connais bien, mais apparemment ce serait justement, ce serait super intéressant parce que Carl Jung, donc le psychanalyste connu, enfin en gros il y a Freud, il y a Carl Jung, ils ont choisi deux chemins différents, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait c'est un ensemble de connaissances de Carl Jung qui en fait il a fait pendant une grosse dizaine d'années un travail, même pendant presque tout le reste de sa vie après ça, sur il s'est mis dans des états où il manquait de sommeil, etc. en fait. Et il essayait de se rapprocher le plus possible de ce qu'il était vraiment dans sa façon d'analyser. C'est un peu barré, mais je trouve ça dingue. Et du coup, en se privant de sommeil, etc., en fait, il ne réfléchissait plus. En tout cas, comme un être humain devrait le faire, quoi. Donc, il était vraiment comment dire, en relation un peu intime comme ça avec ses instincts primaires et tout. Et en fait, il a écrit ce bouquin comme ça. Et OK. je me suis un peu renseigné. C'est pas un livre facile, mais je me dis peut-être, vu que tu es un petit peu dans ce style-là, c'est peut-être un bouquin qui pourrait t'intéresser. Oui, c'est intéressant, je le note. Je connaissais déjà Carl Jung, mais j'ai jamais lu aucun de ses ouvrages parce Ouais, qu'il non, y a moi, tellement de livres que je veux lire, honnêtement. Je manque tout simplement de temps. J'ai bah déjà oui, je connais. 5 livres d'avance, mais tu sais, Ben voilà, en tout cas, c'est vraiment un bouquin et pareil au niveau psychanalyse, comportementale, etc. C'est super intéressant parce que justement, il y a, allez, je pense en tout cas comme je l'ai compris, hein, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas lu, il y a vraiment ce côté où on enlève une couche de filtre que tout le monde a, quoi. Et donc du coup, c'est intéressant peut-être de voir ça. C'est un livre de référence qui coûte voilà, son prix, mais qui, à mon avis, peut être super intéressant, surtout dans ton domaine, encore une fois. ça, c'est jamais le prix d'un livre, c'est jamais un frein pour moi, là. Ouais, non, moi non plus. Parce que c'est de Mais c'est l'information, intéressant, je c'est l'ai pris en intéressant. note. Merci de la référence. Avec plaisir. Alors, quel a été aussi dans ta vie, peut-être, dans ta vie professionnelle certainement, ton game changer? La Je suis l'action, obligé de dire la synergologie, ouais, carrément. c'est ça. D'ailleurs, je l'appelle le game changer pour les entraîneurs tu sais, dans des phrases de marketing, si on veut, là. Yes. Mais c'est vraiment pour moi, c'est pas un mensonge, c'est vraiment un game changer. Moindrement que c'est appliqué à 10 ça a un effet monstrueux positif sur la vie des professionnels dans la sphère personnelle aussi. Parce que la sphère personnelle, j'en parle jamais, mais il y a autant d'impact dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle, mais j'en parle pas parce que les gens, pour s'inscrire à une formation, veulent un retour sur investissement. Donc, on parle pas de la sphère personnelle parce que c'est difficilement chiffrable. Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant. Et tu parlais justement tout à l'heure, il y a une petite phrase qui m'a fait tilter. C'est quand tu disais, ouais, le travail que j'ai fait, tu n'en as pas parlé beaucoup plus. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler un peu de ce travail, donc j'ai envie de dire du point de départ, donc avant la synergologie et surtout ce qui t'y a amené en fait? En fait, moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai été entraîneur privé pendant 10 ans. Puis mon rêve à moi, depuis que j'étais jeune, parce que là, mes 3 autres influences qui provenaient d'une sphère totalement différente. Je suis un petit gars des années 80, puis c'était Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, puis Jean-Claude Van Damme, qui est belge, hein, je crois. Oui. Oui. Cool. Je l'ai plugué sans faire exprès. Donc, c'était mes 3 plus grandes influences. J'étais vraiment attiré vers la musculation et les arts martiaux, 2 domaines que j'ai vraiment beaucoup plongé dedans. Donc, j'ai voulu avoir mon gym privé, mon studio d'entraînement privé. J'ai amassé des machines pendant 20 ans pour pouvoir l'ouvrir. Puis, j'ai fait plusieurs formations dans cette direction-là, mis à part les arts martiaux, parce que ça, c'était plus personnel, en fait. Je ne voulais pas en faire quelque chose de personnel. Puis, juste comme j'étais sur le point d'ouvrir, comme j'étais prêt à ouvrir mon studio d'entraînement, j'étais chez moi, puis que je vous l'ai dit tantôt, je suis de nature analytique, observateur. J'écoutais des émissions sur le body language depuis quelques semaines, quelques mois, puis je trouvais que je trouvais ça, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, mais je trouvais que les significations que les experts abordaient dans ces émissions-là ne me satisfaisaient pas du tout. Je trouvais ça, justement, ça me laissait une impression de n'importe quoi,
sais, des choses comme, bon, la personne est en position fétale dans un interrogatoire policier, c'est parce qu'elle veut se réconforter, se réconforter. Je me disais, premièrement, c'est l'évidence même. Deuxièmement, sur quoi ils se sont basés, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis tanné. J'ai googlé chez moi langage corporel, puis il est sorti synergologie. Je savais même pas que c'était un mot à l'époque. Donc, j'ai lu là-dessus, puis là, j'ai vu qu'il y avait un cursus de 3 ans quand même. Là, je suis resté surpris du travail qu'il y avait derrière ça. Donc, c'est ce qui m'a amené en synergologie. En fait, je suis un être entier. Je suis aussi un extrémiste. J'ai pesé le pour et le contre avant de m'inscrire. Puis, lorsque j'ai vu que c'était vraiment très sérieux comme domaine, beaucoup plus près de la science que de l'ésotérisme, je me suis dit, je vais m'inscrire. Puis, avec mon esprit critique, je vais être capable de filtrer. Je ne veux pas me faire endoctriner. Je vais y aller. Je vais voir qu'est-ce qu'ils proposent. Puis, je vais mettre en application en zone terrain, en secret, sans en parler. Puis, je vais voir si ça fonctionne vraiment. Tu sais. Puis là, de cours en cours, je m'apercevais que c'était insoupçonnable pour ma part à quel point ça fonctionnait. Donc, j'ai décidé de faire le parcours entier. Puis là, je me suis dit, bon, premièrement, c'était purement et simplement pour mon intérêt personnel. Deuxièmement, je me suis dit, ça va m'aider en coaching avec mes clients, ça va être incroyable. Puis, je me suis dit, bon, en dernier recours, si j'ai envie un jour, je pourrais en faire un métier, mais je voyais vraiment pas ça. Là. Puis finalement, après 1 an et demi d'études, là, c'était devenu trop important pour moi pour que je meure avec ces informations-là sans que les entraîneurs et compagnie aient accès à ça. Je me voyais mal mourir à 85 ans et me dire j'aurais dû transmettre un peu ces connaissances-là parce que c'était un peu élitiste, c'est fermé, c'est méconnu. Puis donc, ma mission a parti de là, mais à la base, je m'étais dit, là, j'ai commencé, ma dernière année et demie, j'ai commencé à monter les formations, mais je me disais, je vais donner une formation par mois, ça va me permettre de payer mon studio d'entraînement parce qu'on sait que les loyers sont exonérés. Puis, mais là, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris tellement de place. Comme j'ai dit tantôt, je suis un perfectionniste, un extrémiste. Puis j'ai toujours eu la fibre pédagogique. J'ai finalement décidé de délaisser le coaching pour me concentrer à 100% dans ma compagnie de formation. Donc, c'est ce qui m'a amené vers ça. Super, merci. Au final, des fois, voilà, une opportunité devient un chemin de vie, quoi. C'est un truc de fou, hein. Oui, c'était vraiment pas un plan, mais vraiment, vraiment pas du tout. C'est dingue. Une question qu'on ne te pose jamais à laquelle tu aimerais répondre. J'imagine. Celle-là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais voilà, on l'a. Ben là, je vais quand même pas l'esquiver en répondant seulement à ça. Là. Mais ouf, honnêtement, ça c'était on voit encore le. Ouais, t'as vu? L'introspection, ouais. Ça, c'est intense comme question, puis je vais me dépêcher pour y répondre de façon quand même abrégée parce que je suis le type d'individu qui pourrait méditer à cette question-là pendant 3 mois avant de revenir avec une réponse qui me. Reviens-nous dans 3 mois, hein, dans ce cas-là. On revient dans 3 mois. Hey, je ne sais pas, honnêtement, j'adore cette question. Tu sais quoi, Manu, je suis sûr et certain. Écoute, on refera un live. De toute façon, notre chaîne de podcast était initiée au mois de janvier. Elle n'est pas née avec le confinement, hein, il faut se le dire. Il y en a beaucoup qui servent sur la vague du confinement pour faire des podcasts et des lives. Nous, c'était quand même initié avant le confinement. Et j'ai envie de te dire qu'on se reverra, on rediscutera de plein de choses par rapport à ce que tu fais. OK. J'accepte d'y méditer. Voilà. Génial. Ok. Écoute, comment est-ce qu'on peut te suivre? Il y a d'abord la page Facebook. C'est du même nom, Synergo, Syner-Go. Sinon, un peu moins actif, beaucoup moins actif sur Instagram. C'est un underscore, donc Syner_Go, mais quand même présent. Mais c'est vraiment Facebook sur lequel je suis le plus actif. Sinon, il y a LinkedIn qui est mon nom personnel, Manuel Constant. Mais il y a, depuis tout récemment, je ne l'ai même pas encore annoncé publiquement, mon site Internet qui est synergo.com, où il y a toutes les informations pour c'est ça. On mettra de toute façon dans la description, on mettra tout ça. Super. Okay. En tout cas, je voulais te remercier, Manu, pour cet échange. C'était vraiment top. Encore une fois, je pense qu'on a fait découvrir aux gens
quelque chose, encore une fois, qu'on ne connaît peut-être pas et de super intéressant. C'est chouette, franchement. Ben, merci à vous, merci de l'invitation. Très, très heureux d'avoir fait votre connaissance. Premièrement, je trouve que vous aussi, vous vous faites connaître à travers ça. Puis c'est une bonne chose parce que je vous ai trouvé compétent en interview. C'est Vous êtes gentil. très à l'écoute, vous avez des bonnes questions. Puis, Bah, c'est ce qu'on essaie de faire avec Bastien. En fait, là où beaucoup de gens vont sur des chemins qu'ils connaissent bien, nous justement, on va plutôt en chemin glissant. Allez, on va le dire avant que tu arrives justement, donc avant le live, etc. On s'est dit, ouais, en fait, on va faire ça comme on le sent parce que justement, moi personnellement, c'est comme ça que je suis le meilleur. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui m'interpellent et je réponds par rapport à ça. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on veut offrir aux gens, quoi. J'en profite pour te remercier aussi parce que on a une chance incroyable. Les gens ne font pas de rétention d'informations, quoi. Et ça, c'est un truc de malade parce qu'il faut le dire, hein, ça. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Tu n'es pas la première personne qu'on interviewe, loin de là. Et à côté de ça, tout le monde, mais donne avec une bienveillance, quoi. Et ça, c'est merci. Parce que ça prouve aussi que peut-être qu'on fait du bon travail, mais surtout, on interviewe les bonnes personnes. Ça c'est cool. oui, mais il y a vraiment un peu des deux parce que ça va, pour rester dans le thème, pour terminer là-dessus, rester dans le thème du langage corporel. Puis même, de toute façon, si c'était seulement l'audible, la voix, Ouais, la bienveillance de l'interlocuteur, on a une co-responsabilité là-dedans. Là. c'est Si vrai. j'ai des traits agressifs, soit de façon visuelle ou dans ma voix, vous allez le ressentir, vous n'aurez pas envie d'aller vers une ouverture d'esprit, une réceptivité, une convivialité. Donc, c'est vice-versa. Mais ne serait-ce que par la qualité de vos questions, déjà la question à laquelle je n'ai même pas pu répondre, quelle est la Mais question que pas tu encore. t'es jamais fait poser? Oui, pas encore. Et que Encore. tu aimerais répondre, c'est Ouais. une question. Écoutez, j'ai lu plusieurs livres sur le questionnement parce que j'offre un module sur le questionnement. Donc, je me suis vraiment creusé fort là-dessus, là, sur ce sujet-là. Puis cette question-là, je ne l'avais jamais entendue. C'est Ah peu bah, dire. c'est pour te dire. Ok. Et alors, il y Qualité. avait Je une l'avais- phrase que Benjamin avait dit hier qui résume un petit peu ce qu'on fait. Nous, on ne veut pas une réponse, on veut un échange. Voilà. Sur ce, Amen. sur ce, le 16e rendez-vous, alors, le 16e rendez-vous, ce sera avec Mathieu Boulet. Ce sera jeudi, 20h en direct. Ciao, ciao les amis. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Un grand merci, Manu. À bientôt, tout le monde. Merci à vous.